Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Fyodor Lukyanov, président du Présidium du Conseil pour la politique étrangère et de défense. Il est également rédacteur en chef du très populaire journal La Russie dans les affaires mondiales. Et, comme beaucoup le savent, il interviewe chaque année le président Poutine lors du club de discussion annuel de Valdai. Donc bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de vous retrouver dans l'émission. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour. Vous avez beaucoup écrit récemment sur les discussions entre les États-Unis et la Russie concernant la possibilité de trouver une nouvelle manière de coopérer dans une certaine mesure, indépendamment de ce qui s'est passé en Ukraine. Encore une fois, Trump est un homme très difficile à analyser, imprévisible, je suppose. Il oscille un peu, et il y a beaucoup de divisions au sein de son administration. Cela étant dit, il a évidemment des objectifs très différents de ceux de son prédécesseur. Alors comment interprétez-vous les déclarations de Trump en ce moment? Pensez-vous qu'il soit encore possible pour les États-Unis et la Russie de parvenir à une forme de paix? Et cela nécessite-t-il un accord ou même la résolution de la question ukrainienne? C'est une bonne question. Je serais légèrement en désaccord avec la façon dont on qualifie le président Trump d'imprévisible. Vous savez, je pense que nous le connaissons assez bien après plusieurs années, son premier mandat, la période entre les deux, et son mandat actuel. Et on peut dire que les allers-retours, dans son cas, relèvent de la tactique, alors que ses objectifs et sa ligne de conduite sont extrêmement cohérents. Il ne change jamais. Si l'on remonte à ses déclarations d'il y a 40 ans, 30 ans, 15 ans, sa vision du monde n'a jamais changé d'un iota. C'est donc très remarquable. On ne trouve pas beaucoup de personnalités politiques avec un tel parcours. Dans le cas de l'Ukraine, je pense que le point numéro 1 est que les gens en Russie, ceux qui analysent Trump, et je pense M. Poutine également, partent du principe qu'au bout du compte, il est dans son intérêt de se désengager de cette question. Ce n'est pas parce que je le crois quand il dit qu'il est terrifié par l'effusion de sang et qu'il veut arrêter les combats. Dans ce cas précis, je pense qu'il est sincère. Mais cela, c'est pour ainsi dire l'entourage. Et le véritable souhait exprimé par Trump et son cercle rapproché, pas toute son équipe, mais son cercle intime, repose sur la conviction que l'Ukraine n'a rien à voir avec les intérêts nationaux vitaux des États-Unis et que les États-Unis devraient cesser d'y participer, d'une manière ou d'une autre. L'issue optimale, idéale, serait d'atteindre une paix durable et bien sûr de proclamer cela comme un immense, brillant et grand succès du grand président. Peut-être même de postuler pour un prix Nobel de la paix dans votre pays. Mais ça, c'est le programme maximal. Si ce n'est pas possible, et cela ne semble pas très probable à ce stade, alors au moins se désengager et minimiser les risques pour les États-Unis d'être impliqués dans cette question extrêmement complexe. Pour revenir à l'évaluation russe, je pense que certains estiment que si Trump le souhaite, alors il y a plus de marge pour que la Russie n'ait pas à faire de concessions. Car au bout du compte, il est aussi dans son intérêt d'arrêter ou de se désengager. Est-il possible de parvenir à un accord? Oui et non. Ce que nous entendons par « accord » de nos jours et dans cet environnement international, c'est très flou de savoir à quoi pourrait ressembler un véritable accord. Une chose est assez évidente. Lorsque tout ce processus a commencé, je veux dire l'appel téléphonique de Trump à Poutine, puis la première rencontre à Riyad et d'autres réunions techniques, les responsables russes et américains ont tous deux déclaré « D'accord, nous avons ce problème ukrainien, mais il y a beaucoup d'autres différends entre la Russie et les États-Unis qui devraient être résolus.
et nous pouvons le faire en parallèle. Regardons les questions plus simples, comme par exemple la normalisation du fonctionnement des ambassades à Moscou et à Washington. Essayons de procéder étape par étape. Si je comprends bien, pour l'instant, il ne se passe rien. Et la question ukrainienne est la question centrale. Sans progrès dans ce domaine, nous ne pouvons pas espérer d'autres avancées, qu'il s'agisse de commerce, de diplomatie ou autre. Cela signifie donc qu'au final, nous revenons à ce processus que nous observons actuellement. Des négociations, ou si vous préférez, des rencontres entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. Et tout le monde, y compris Trump, je pense que Trump ne veut pas rompre avec la Russie. Il tient passionnément à rester en contact. Mais bien sûr, à un certain moment, il pourrait conclure que Poutine ou les Russes, ou les deux parties, l'utilisent pour atteindre leurs objectifs. Et alors, il pourrait être déçu. À ce sujet d'ailleurs, permettez-moi de dire ceci. L'idée que Trump ait des objectifs cohérents, mais des tactiques changeantes, est en fait probablement un très bon point. Je ne l'avais pas vraiment distingué plus tôt. Mais en ce qui concerne la question de savoir si la Russie pense qu'il n'est pas nécessaire de faire de véritables concessions parce que Trump le souhaite, cela ne reviendrait-il pas à négliger le fait que Trump est en quelque sorte assez isolé parmi les autorités américaines? Il lui sera très difficile de vendre un quelconque accord à son propre camp. Mais aussi, si l'Ukraine est, comme vous le dites, et je pense que c'est tout à fait juste, la question centrale, il est très difficile d'aller au-delà tant que ce problème n'est pas résolu. Que faut-il faire maintenant? Y a-t-il une réelle possibilité de trouver un terrain d'entente? J'ai remarqué que beaucoup de l'attention, comme vous l'avez également souligné, porte sur la question territoriale. Mais bien sûr, la question territoriale me semble davantage être une conséquence de l'incapacité à résoudre un problème plus large. Alors, quelle est réellement la demande de la Russie ici? Sur quel point pourrait-elle éventuellement faire des concessions? Et sur quels autres cela lui est-il absolument impossible? Oui, vous savez, c'est une situation très complexe. Et malheureusement, des deux côtés ici aussi, mais encore plus en Occident, et bien sûr en Ukraine, les gens essaient de simplifier le processus. Et c'est compréhensible. Je le comprends très bien, parce qu'à vrai dire, beaucoup en ont assez et veulent voir une sorte d'espoir. Mais malheureusement, la simplification à ce stade ne fonctionne pas. Que veux-je dire? Vous dites, vous demandez, et beaucoup de gens demandent quelles concessions la Russie serait prête à faire. De mon point de vue, qui pourrait être incorrect, car nous ne connaissons pas toute la situation. Et en réalité, toute la situation se trouve, pour être franc, dans un seul esprit. Donc, l'étape actuelle ne concerne pas le fond des négociations. Nous devrions distinguer le fond de la procédure. Cela peut sembler un peu étrange et fou, mais ce n'est pas le cas. Car à ce stade, nous sommes dans un jeu diplomatique classique. Un jeu diplomatique à enjeu très élevé, un jeu de nerfs. Quel sera le cadre des futures négociations substantielles qui auront lieu à un moment donné, mais pas encore? Si vous suivez les développements de ces dernières semaines, à partir du début du mois de mai environ, vous pouvez voir que la partie ukrainienne et les Européens qui ont soutenu et soutiennent l'Ukraine ont constamment essayé d'imposer leur vision. Ce qui devrait être fait, à quoi la procédure devrait ressembler. D'abord, un cessez-le-feu, puis des négociations. Poutine devrait négocier lui-même. La seule personne avec qui Zelensky acceptera de parler, c'est Poutine. Si ce n'est pas Poutine, alors personne, et ainsi de suite. En réalité, aucune des demandes ukrainiennes et européennes n'a été prise en compte ou satisfaite.
bien sûr. C'est même tout le contraire. En réponse à ces demandes, sans jamais les mentionner d'ailleurs, Poutine propose autre chose, un mode différent, un cadre différent. L'Ukraine rejette immédiatement, puis finit par accepter. C'est ce qui s'est passé lors des négociations d'Istanbul, quand Zelensky a d'abord déclaré qu'une seule personne était la bienvenue, M. Poutine. Sinon, laissez tomber. Ensuite, il a dit d'accord. Ils enverront une délégation technique composée d'inconnus. Nous ferons de même. Et puis, il envoie une délégation de rang supérieur à celle des Russes. Et ainsi de suite. Maintenant, avec cette réunion à venir à Istanbul, nous ne savons pas si elle aura lieu ou non, mais il semble qu'elle pourrait se tenir lundi 2 juin. L'affirmation initiale de l'Ukraine était qu'il n'y aurait pas de réunion sans qu'un mémorandum soit remis au préalable. La Russie a dit non, et il semble que la réunion aura lieu quand même. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Vous pourriez voir cela comme un stupide jeu de pouvoir ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas le cas, car Poutine est une personne juridique avec une formation en droit. Il croit, cela peut sembler étrange à notre public occidental, mais il croit aux procédures et aux normes. Bien sûr, sa compréhension des procédures et des normes n'est pas la même que celle typique d'un ordre fondé sur des règles, mais c'est une compréhension très claire. C'est pourquoi, par exemple, il insiste pour prendre en compte la question de la légalité et de la légitimité de Zelensky, de son mandat présidentiel qui a expiré, et ainsi de suite. Et je pense que Trump et son équipe, y compris même des personnes qui ne sont pas du tout favorables à la position russe, comme le général Kellogg ou Marco Rubio, poussent en réalité l'Ukraine à accepter le cadre russe, parce qu'ils comprennent que la seule façon de faire avancer les choses est de l'accepter. Si l'Ukraine essaye d'imposer ses propres conditions, cela échouera simplement, et la Russie cessera de participer. Pourquoi est-ce important? Parce que je pense que dans cette situation particulière, où les deux camps manœuvrent avant que quoi que ce soit de substantiel ne se produise, il est très important de voir quel type de cadre sera finalement appliqué à ces négociations. Encore une fois, les Américains semblent croire que n'importe quel processus vaut mieux qu'aucun processus du tout. Et les Ukrainiens, malgré leur mécontentement à ce sujet, comprennent, ils sont suffisamment expérimentés. Ils comprennent que s'ils suivent les conseils européens, leur situation ne fera qu'empirer. S'ils suivent les conseils américains, cela pourrait leur donner une chance que Trump et l'équipe américaine les aident à atteindre certains objectifs. Et pour revenir à la question des concessions russes, encore une fois, Trump est cohérent, mais Poutine l'est tout autant. Et si l'on met de côté de nombreuses nuances, déclarations rhétoriques et détails, en réalité, la position russe n'a jamais changé depuis le tout début, depuis le jeu diplomatique d'avant-guerre qui a commencé fin 2021. Poutine a répété à plusieurs reprises, aux Ukrainiens et à l'Occident, qu'ils avaient un certain ensemble de critères et d'exigences. Nous sommes prêts à discuter. Si vous n'êtes pas prêts, nous reviendrons après un certain temps. Mais alors les conditions seront pires pour vous. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Chaque nouveau cycle est bien pire pour l'Ukraine, en termes de situation générale, que le précédent. Je crains que cette fois-ci, nous assistions à une nouvelle incarnation du même schéma, et que ce ne sera pas la dernière. Nous reviendrons donc à la table des négociations après un certain temps. Et ce certain temps pourrait être une combinaison d'activités militaires accrues, ce que nous constatons déjà des deux côtés, tout en continuant à essayer de façonner le cadre des négociations. J'y ai pensé aussi. L'approche américaine est le pragmatisme. S'ils veulent exercer une certaine pression pour rapprocher les parties, les États-Unis n'ont plus vraiment de levier sur la Russie.
Ils ont déjà envoyé toutes leurs armes et utilisé toutes leurs sanctions. Ils sont donc un peu obligés de s'appuyer sur Zelensky et les Européens. Mais derrière ce jeu diplomatique entre les États-Unis et la Russie, il y a bien sûr de nombreux calculs différents. Évidemment, les États-Unis doivent faire preuve d'une certaine prudence face à leur propre opposition intérieure. Pour Zelensky, il semble aussi que ses marges de manœuvre soient limitées. S'il devait adopter pleinement et immédiatement le format américano-russe, il aurait probablement de gros problèmes avec les différents groupes nationalistes. Et évidemment, les Européens ont leurs propres problèmes. Vous savez, sur ce continent, tous les dirigeants répètent « La Russie veut restaurer l'Union soviétique, Poutine est Hitler », toutes ces choses-là. Ils se sont donc un peu retrouvés dans une impasse où il est devenu impossible de simplement parler à Moscou. C'est une situation très difficile. Mais il semble, si vous avez raison, que les Américains et les Russes parviennent à s'entendre sur le format et à intégrer progressivement les Ukrainiens. Et les Européens alors? Est-ce que cela a encore de l'importance? Ou pensez-vous que Moscou et Washington sont plus ou moins tombés d'accord sur le fait que l'Europe n'a plus besoin de faire partie de quoi que ce soit? Tout d'abord, la façon dont vous décrivez les circonstances est absolument correcte. Partout, que ce soit aux États-Unis, dans différents pays européens ou en Ukraine, il existe des situations intérieures particulières qui imposent des limites claires à ce que les politiciens peuvent ou ne peuvent pas faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que l'ampleur des événements que nous suivons a depuis longtemps dépassé le processus politique plus ou moins normal. Et cela résulte de nombreux facteurs, à commencer par la décision très audacieuse et majeure de la Russie de lancer cette opération, puis par la décision tout aussi importante de l'Occident d'essayer de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Cela a donné une toute autre dimension, une toute autre ampleur à la situation dans son ensemble. Donc, maintenant, en ce qui concerne des situations intérieures particulières, c'est important pour la compréhension. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas la question principale qui guidera, du moins, la partie russe. Surtout étant donné le fait que malheureusement, la Russie a une vaste expérience du passé où, à différentes occasions, on a convaincu la Russie de prendre en compte les situations intérieures d'autres pays, que ce soit, je ne sais pas, les États-Unis, l'Allemagne, la France ou d'autres. Et elle l'a fait, y compris Poutine, qui l'a fait à plusieurs reprises. Il a essayé de répondre aux besoins et aux demandes des partenaires, et cela n'a jamais porté ses fruits, jamais été récompensé. Ainsi, les politiciens en Occident, les dirigeants en Occident, ils ont pris acte de ces mesures, puis les ont oubliées. Donc maintenant, je crains que la Russie n'agisse de manière cohérente en partant du principe que l'atmosphère politique peut changer, où que ce soit, mais que les faits sur le terrain, eux, ne changeront pas. C'est pourquoi il y a cette insistance très ferme. Arrêter les combats seulement après qu'un accord de base ait été trouvé. Parce que, avec un accord de base, on peut changer quelque chose, diplomatiquement. Et pour être franc, dans la tradition russe, dans l'histoire de la diplomatie russe, il n'y a pas tant d'exemples où la Russie a pu obtenir davantage après avoir cessé les activités militaires. La diplomatie russe a généralement dû défendre et parfois reculer un peu par rapport à ce que les forces militaires avaient accompli. C'est pourquoi je pense que Poutine fera preuve de patience et de cohérence dans ses actions, tout en observant de très près ce qui se passe. Je suis désolé, je vais parler de l'Europe tout de suite, mais regardez la dynamique de la position américaine. Le général Kellogg, qui est peut-être la personne la moins favorable à la Russie dans l'entourage de Trump, a déclaré il y a 2 jours lors d'une interview que oui, nous comprenons que l'élargissement, l'expansion de l'OTAN
constitue une menace pour la sécurité russe. Ils sont justes, ils ont raison. Donc, nous pouvons l'arrêter. Aurions-nous pu imaginer une telle déclaration il y a 6 mois, sans parler d'il y a 5 ans? Ce rapport indique que Poutine a exposé ses conditions pour mettre fin à la guerre, notamment en exigeant que les dirigeants occidentaux s'engagent par écrit à ce que l'OTAN ne s'étende pas vers l'Est. Le président Trump est-il prêt à prendre un tel engagement envers Poutine, à garantir que l'OTAN ne s'étendra pas? Je pense que c'est une préoccupation légitime, et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Nous avons dit que pour nous, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. Et nous ne sommes pas le seul pays à le dire. Je peux probablement citer 4 autres pays de l'OTAN, et il faut l'accord des 32 membres pour qu'un nouveau pays puisse rejoindre l'Alliance. Nous avons vu d'autres pays exprimer leurs doutes à ce sujet. C'est l'une des questions que la Russie soulève. Et il ne parle pas seulement de l'Ukraine. Il parle aussi de la Géorgie, de la Moldavie et évidemment de l'Ukraine. Nous disons d'accord, de manière globale, nous pouvons arrêter l'expansion de l'OTAN à proximité de votre frontière. C'est une préoccupation en matière de sécurité. Absolument incroyable. Et nous le voyons maintenant. Cela, bien sûr, alimente la Russie. Et encore une fois, ce n'est pas Witkow. Ce n'est pas que Trump soit la personne la plus belliciste de l'administration, mais c'est la personne qui est belliciste tout en gardant un esprit réaliste, ce qui est important. Et c'est pourquoi je pense que la direction russe, et Poutine en premier lieu, croit que nous sommes au bout du compte sur la bonne voie. Très lentement. Le prix à payer est lourd, mais tout de même. Concernant l'Europe, pour l'instant, il semble que l'Europe ait perdu sa direction, car il est très difficile de comprendre quel est l'objectif de l'Europe. Les déclarations faites par différents dirigeants sont très controversées et contradictoires. Merz dit une chose, un membre de son gouvernement la contredit, puis Merz se corrige, et ainsi de suite. La tactique de Macron est comme cela depuis le début. Et si un sarignathé et wadzistat. Now, and the previous chancellor of Germany was different. He was much more clear in what Germany will. Il a été beaucoup plus clair sur ce que l'Allemagne fera et ne fera pas. Merz essaie d'adopter l'approche de l'ambiguïté stratégique de Macron. D'accord, très bien. Mais cela ne contribue pas à la perception de l'Europe comme un partenaire vraiment fiable. Et je pense qu'à ce stade, même les Ukrainiens commencent à comprendre que l'Europe joue un rôle plutôt provocateur. En encourageant la poursuite de la guerre et des combats sans avoir réellement l'intention d'aider sérieusement l'Ukraine. C'est la différence, par exemple, entre l'Amérique de Biden et l'Europe d'aujourd'hui. Parce que l'équipe de Biden, quoi qu'on en pense, était sérieuse dans son soutien à l'Ukraine par des moyens militaires et autres, à tort ou à raison. C'est un autre débat. L'Europe parle comme Biden, mais ce sont 2 choses complètement différentes. Et je pense que tout le monde comprend que l'Europe est incapable de soutenir l'Ukraine à la hauteur nécessaire pour poursuivre une grande guerre contre la Russie. Oui, j'ai vu certains. Eh bien, tu as probablement vu aussi. Le genre de déclarations remarquables qui ne viennent pas seulement de personnes comme Arestovich, qui est évidemment maintenant critique envers Zelensky, mais même de l'ancienne candidate à la présidence pro-OTAN, Yulia Tymoshenko, qui accuse désormais essentiellement les Allemands d'utiliser les Ukrainiens comme de la chair à canon, tu sais, juste pour affaiblir la Russie. Donc, il semble que quelque chose se passe aussi à l'intérieur de l'Ukraine. Mais je pense que les pressions internes aux États-Unis, en Europe et en Ukraine sont évidentes. Je suis curieux, existe-t-il des pressions similaires en Russie sur le président Poutine? Parce que, eh bien, à l'international, on peut voir qu'il semble qu'au début, les pays étaient un peu ambigus quant à la position à adopter, puisque ça pouvait aller dans un sens comme dans l'autre.
Mais maintenant qu'il devient évident que la Russie est en train de gagner ou a gagné cette guerre, on voit des pays, de la Chine à la Serbie, devenir moins ambigus et pencher du côté de la Russie. D'un autre côté, ils s'abstiennent plus clairement, au moins, d'envoyer des armes et autres à l'adversaire. Pendant ce temps, on voit des pays comme l'Allemagne, qui semblent maintenant envisager d'entrer directement en guerre contre la Russie, en envoyant ces missiles Taurus. Mais sur le plan intérieur surtout, y a-t-il une quelconque pression? Je veux dire, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent la fin de la guerre. D'un autre côté, il y en a sans doute beaucoup qui seraient très réticents à accepter des concessions excessives. Encore une fois, comme vous l'avez dit, après toutes les souffrances que la Russie a également endurées, elle ne cédera pas trop dans un accord qui ne mettrait pas nécessairement fin à la guerre de façon définitive, mais qui pourrait être un autre accord de Minsk. D'où vient la pression sur Poutine, s'il y en a une? Frankly, I don't see any pressure on Putin. Franchement, je ne vois aucune pression sur Poutine. Comme vous le savez très bien, le système politique en Russie est différent de celui des démocraties libérales. Je ne dirais jamais que l'opinion publique n'a pas d'importance ici. C'est même le contraire. Elle est très importante. Et ceux qui prennent les décisions, y compris le président lui-même, surveillent quotidiennement ce que pensent et ressentent les gens. Ce sont les sondeurs. C'est presque comme aux États-Unis aujourd'hui. Les sondeurs comptent parmi les personnes les plus importantes. Et je pense que c'est tout à fait correct et juste dans une situation de force majeure, comme une guerre. Mais jusqu'à présent, d'après ce que je comprends et ce que je peux juger sur la base de ce que je sais, il n'y a aucun signe d'un quelconque levier que quiconque pourrait exercer sur Poutine pour le pousser à accélérer un accord de paix. Pas pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passera dans 6 mois ou dans 1 an, car la situation évolue. Tout le monde comprend, y compris le président, que l'économie russe est solide. Mais les sanctions ont un effet. Les sanctions, bien sûr, posent des problèmes à l'économie. Et les dépenses militaires, qui contribuent à une croissance significative et au succès de certains secteurs de l'économie, ont évidemment un revers. Et tôt ou tard, la Russie devra s'attaquer à des problèmes économiques. Cela ne fait aucun doute, mais pas pour l'instant. Donc, à ce stade, et ce stade est clairement décisif, je pense que la consolidation politique et économique de la Russie est suffisante pour lui permettre de continuer sans qu'il soit nécessaire ou indispensable de prendre des décisions brusques, inattendues ou susceptibles de changer la donne. Et c'est très important pour Vladimir Poutine parce que, comme je l'ai mentionné, c'est une personne extrêmement patiente. Je me souviens de la réaction de tout le public au club de discussion de Valdai en octobre 2022, lorsque la situation militaire pour la Russie était, pour le dire gentiment, très mauvaise, à Kharkov, dans la région de Kherson, etc. Et bien sûr, lorsqu'il a rencontré ce public, les gens voulaient vraiment voir comment il se sentait. Il était absolument calme, détendu, et en réalité très positif, ce qui a choqué beaucoup de monde. Et moi, en tant que personne qui était proche de Poutine sur scène, j'ai reçu beaucoup de questions. Ne crois-tu pas qu'il est simplement détaché de la réalité, qu'il ne sait pas ce qui se passe? Non, ce n'était pas le cas. Il savait ce qui s'était passé. Mais il était tellement convaincu que ce que la Russie et lui-même faisaient était juste d'un point de vue historique, qu'il était absolument certain que cette mauvaise période serait remplacée par une meilleure. Et maintenant, 3 ans plus tard, nous voyons qu'il avait raison. Cela le conduit certainement à la conclusion que la patience et la résilience sont aujourd'hui les meilleures politiques. Je ne vois pas cela de l'autre côté. Car à la fois Trump et les Ukrainiens sont vraiment impatients. Ils espèrent conclure rapidement et nous verrons ce qu'il adviendra.
Bien sûr, la Russie a aussi des désavantages. Mais dans cette situation, je pense que l'approche de Poutine est plus solide et stable. Approach is more solid and stable. Yeah, well, that seemed like Oui, eh bien c'est une question qui semble aussi se poser dans la société russe. Pourquoi ne pas en finir rapidement? Mais j'imagine que cette approche lente et régulière, comme tu l'as dit, fonctionne. Donc, as you said, has been working. So, Just one thing. Vous savez, juste une chose. Je pense que nous en avons parlé avec vous dans l'un des précédents podcasts. Je veux simplement rappeler à notre public la différence fondamentale. Les gens en Occident pensent, sur la base de l'expérience des pays occidentaux lors des conflits et guerres des années 1990 et 2000, que l'issue d'une guerre doit être une stratégie de sortie. Comment l'arrêter? Comment se retirer? Cela a été le cas en Irak, cela a été le cas en Afghanistan, et ainsi de suite. Pour le meilleur ou pour le pire, l'État russe, la position de Poutine, n'est pas celle-ci. Il ne s'agit pas de savoir comment finir. Il s'agit de savoir comment gagner, politiquement, militairement. Et c'est une approche complètement différente, je dois le dire. Completely different approach, I must say. so the overarching objective then is it donc, l'objectif principal reste-t-il essentiellement de mettre fin à l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide? Si l'on définit cela comme le fait de rapprocher progressivement l'infrastructure militaire de l'OTAN de la frontière russe, est-ce effectivement ce que Poutine cherche à empêcher, que ce soit par des moyens diplomatiques ou militaires? Putin wants to achieve by either, diplomatic or military ends, or Absolutely. That's another long discussion. Absolument. C'est encore un long débat. Savoir si le succès dans cette guerre, ou une victoire sur l'Ukraine, supposons que cela puisse arriver, réglera enfin la question de la sécurité européenne. Je n'en suis pas certain. Mais il est certain que cela est perçu comme un élément crucial, et la question ukrainienne est considérée comme l'aspect le plus vital de la sécurité immédiate de la Russie. Peut-être pas toute l'architecture de sécurité en Europe, mais au moins pour réduire profondément les risques pour la sécurité russe, des risques associés à l'adhésion de l'Ukraine à des alliances dirigées par les Américains. Pas nécessairement l'OTAN, cela pourrait être autre chose. Mais savoir si le plus grand objectif est réalisable, c'est une question de débat. Mais l'objectif le plus réaliste, peut-être. But the more realistic goal, maybe. Eh bien, c'est un sujet dont nous pourrions discuter la prochaine fois. Donc oui, merci encore pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Merci.